Il était temps. 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 Il était temps qu'on se parle. Bonjour et bienvenue dans Il était temps qu'on se parle, le podcast qui libère la parole. Je suis une femme de 31 ans et à l'origine de ce podcast se trouve mon vécu et ma rencontre avec la puissance de la parole. À travers ce podcast, je souhaite témoigner, éveiller, donner la parole à d'autres femmes et la diffuser. Ce premier sujet en 3 parties traite du viol et de ses conséquences. Pour le réaliser, je me suis entourée de 4 autres femmes, Nathalie, Emma, Corinne et Sandra. Nous nous sommes réunies en ligne pour nous parler, mais aussi pour nous écouter, l'écoute bienveillante étant tout aussi importante que la parole elle-même. Au cours de ces enregistrements, vous entendrez souvent les termes sidération, dissociation, amnésie traumatique et mémoire traumatique. S'ils ne vous sont pas familiers, je vous invite à aller chercher leur définition afin d'avoir la meilleure compréhension possible des témoignages qui vont suivre. Enfin, si certaines histoires sont trop difficiles à écouter, souvenez-vous que vous pouvez à tout moment appuyer sur pause ou quitter le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute d'Il était temps qu'on se parle, le podcast qui libère la parole. Au moment du montage, j'ai ressenti le besoin de faire quelques ajouts à mon témoignage. C'est pour ça que vous entendrez probablement une légère différence de son entre certains passages. Donc moi, j'ai subi des viols répétés de mes 17 ans à mes 18 ans environ par mon petit copain de l'époque. Donc voilà, je sortais avec ce garçon. J'ai compris en fait après coup que déjà si j'avais choisi cette personne, c'était pas anodin parce que j'avais vécu des violences dans mon enfance, pas mal. J'ai vécu des violences dans le cadre du collège, donc beaucoup d'harcèlement scolaire, de violences physiques et tout ça. Et lui, c'était le bad boy, on va dire. Et je pense que si je suis allée vers quelqu'un comme ça, c'est que, en fait, j'avais pris l'habitude de m'accopiner avec les personnes qui potentiellement pouvaient être les personnes violentes pour me sentir protégée entre guillemets. Voilà, c'est quelque chose que j'ai analysé par la suite. Et j'avais la sensation en fait que si je sortais avec un mec comme ça, on n'allait pas m'harceler et on allait peut-être me respecter. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que lui, il a commencé à être violent avec moi. Et ça a été pareil au niveau des relations sexuelles. Donc, moi, déjà, dans ma tête, j'avais aucune notion de plaisir. J'avais aucune notion de consentement. Pour moi, c'était très, très vague. J'avais connu un petit peu des relations sexuelles et amoureuses avant qui étaient, on va dire, à peu près normales. Mais là, le fait que je n'ai pas envie, ça ne m'a pas du tout frappée, en fait. Pour moi, c'était normal d'avoir des rapports avec lui parce que c'était normal d'avoir des rapports avec mon copain, tout simplement. Et en fait, il y a des moments où il rentrait très tard parce que moi, je vivais avec... mes parents venaient de divorcer, je vivais avec un de mes 2 parents qui était souvent en déplacement et qui me faisait totalement confiance. Hein. Sauf que moi, voilà, j'étais cette ado qui avait envie aussi de vivre sa vie. Donc, mon copain venait très régulièrement. Et donc, souvent, il rentrait très tard. Je savais pas ce qu'il fabriquait. Moi, j'avais école le lendemain. Et je disais non. Et il respectait pas mon non. Donc, déjà, il y a des fois où ça se passait. J'étais très fatiguée le lendemain et tout ça. Il y a des fois aussi où ça se passait et où ça me faisait très 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 mal. J'ai eu beaucoup de séquelles directes et indirectes. Voilà, donc des douleurs qui arrivaient donc pendant, qui duraient après, de la fatigue chronique qui s'est installée, des infections à répétition. J'avais mal en cours, j'étais épuisée, j'allais souvent à l'infirmerie. Et voilà, c'est des douleurs et des fragilités qui ont persisté jusqu'à plus de 10 ans après, en fait. Et en fait, je n'avais aucune conscience de tout ça, en fait. J'étais complètement dissociée. La seule chose qui venait à mon esprit, c'était que moi, j'avais un problème avec le sexe parce que je prenais pas de plaisir et parce que j'étais pas, on va dire, assez en situation d'avoir un rapport physiquement.
et que donc c'était de ma faute, que mon corps ne fonctionnait pas correctement et que c'était de ma faute si j'avais mal et que c'était de ma faute si ça fonctionnait pas. Et en fait, ce mec pouvait rester pendant des heures à faire ce qu'il avait à faire. Et puis, moi, je me dissociais complètement. J'étais complètement sidérée. Voilà. Sachant qu'à côté de ça, c'était quelqu'un qui était aussi violent verbalement. Il m'a jamais frappé en tant que tel. Il m'a jamais mis de patates, mais il m'a beaucoup secoué, jeté contre les murs, mis à terre. Il a beaucoup levé la main sur moi aussi, sans jamais me frapper vraiment, mais beaucoup de fois, il m'a attrapé, il a levé le poing. Et j'avais peur de lui. Il me semble utile du coup de rappeler que le viol conjugal, ça existe à tout âge, dans les couples hétéros comme dans les couples homo, dans un cadre de mariage ou hors mariage, et qu'on a le droit de ne pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire, qu'on a le droit de dire non dans le cadre d'un couple, et que si la personne n'écoute pas et ne respecte pas le fait qu'on dise non, c'est du viol. Et j'avais peur aussi de quitter, parce qu'avant ça, j'avais une relation qui était pour moi très sérieuse. Moi, j'étais très jeune, mais qui était très sérieuse, qui avait échoué. Et j'avais pas envie d'échouer une deuxième fois. Alors, tout le monde va dire, qu'est-ce que c'est que d'échouer 2 fois sur 2 relations à 17 ans? Mais pour moi, c'était important parce que j'avais l'impression que c'était important pour ma famille. J'étais pas spécialement valorisée au sein de ma famille. Et j'avais l'impression qu'on me respecterait encore une fois et qu'on me traiterait avec peut-être plus de considération si j'avais une relation de jeune femme, quoi, une relation qui tient la route. Donc je pense que ça a aussi beaucoup même joué au fait que je reste avec cette personne. Ce que je comprends de tout ça, c'est que si je l'ai laissé venir vers moi, si j'ai accepté cette relation, si je suis allée dedans, si j'ai laissé tout ça s'installer, c'est parce que j'étais habituée à la violence. Et en matière de sexualité, je ne connaissais quasiment rien, donc je lui faisais confiance. Et il est d'ailleurs pas le seul à avoir eu des comportements auxquels j'aurais jamais dit oui en toute conscience. Ça a continué après et c'est le cas d'énormément de filles malheureusement. D'où l'importance d'éduquer les jeunes à la sexualité, au respect de son corps, du corps de l'autre et surtout au consentement. Ce que ça a fait, c'est que un jour il a pris mon téléphone, il a écrit à mon meilleur ami en lui proposant de faire du sexe en fait. Et mon meilleur ami a tout de suite compris que c'était pas moi. Pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, curieusement, ça a été ça qui a... Voilà. Je l'ai quitté. Donc là, après la séparation, il y a eu des menaces, du harcèlement, il y a eu des menaces de mort. Voilà, en gros, ça a été compliqué de s'en défaire. Et en fait, donc j'ai eu d'autres relations après ça. Mais j'étais complètement coupée de moi-même, en fait, pendant quasiment 10 ans. Je pense que je l'étais déjà avant par rapport à d'autres violences, mais ça n'a fait que réactiver les traumatismes et me sidérer et me dissocier encore plus. Et en fait, j'ai eu des relations dans lesquelles sexuellement j'étais absente. Donc oui, il y a des moments où ça allait à peu près quand j'étais amoureuse et tout ça, mais voilà, il y avait rien de normal en fait. Et je pensais que j'avais un problème, que j'étais frigide. J'ai eu aussi une période l'année qui a suivi où j'ai couché avec pas non plus des masses de mecs, mais quand même pas mal, juste dès que j'en avais l'occasion en fait, juste pour essayer en quelque sorte peut-être de me rapproprier mon corps inconsciemment, de me rapproprier ma sexualité, et aussi parce que j'avais la sensation que pour qu'un homme s'intéresse à moi, il fallait forcément que je couche avec, parce que c'était ça qui scellait quelque chose d'important. Et j'ai eu des relations pas mal abusives qui ont suivi. J'ai eu des relations avec des personnes soit qui me trompaient. J'ai eu une relation avec un pervers narcissique qui a été courte, mais qui a été horrible. Quelqu'un de beaucoup plus vieux. Bref, je vais passer là-dessus. J'ai eu des relations avec quelqu'un dont j'étais folle amoureuse, mais qui était extrêmement abaissant. Toutes ces choses-là m'ont pas permis en fait de me sentir bien, de me sentir normale, de me sentir aimée. Et suite à la fin de ma dernière relation, donc il y a 5-6 ans, déjà j'ai eu un diagnostic d'endométriose. Et ça m'a juste dit, ma cocotte, là, j'étais déjà en fait dans tout ce qui est
énergétique, médecine alternative et tout ça depuis un petit moment. Et là, en fait, elle m'a juste dit, ma fille, va falloir que tu t'occupes de ta vie de femme, en fait. De là où tu as été heurtée, touchée dans ta vie de femme. Au même moment, il y a eu MeToo. Et je suis allée manifester. Moi, de base, je me souviens, c'était par rapport au harcèlement de rue qui me faisait souffrir quotidiennement. Je pense que j'avais cette blessure béante en moi et je supportais pas le regard des hommes. Et je pense que ça devait attirer tous les mecs les plus pervers et les plus dégueulasses de tout Paris et de tout le métro, quoi. Et j'y suis allée vraiment pour crier un peu ma rage de ça, d'être micro-agressée, entre guillemets, tous les jours. Et j'ai rencontré un groupe de militantes féministes radicales avec qui j'ai parlé. Et en les écoutant parler, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vécu des choses similaires. Et quand je leur ai raconté, elles m'ont dit « Ah, mais c'est des viols, en fait, que t'as vécu. C'est grave, c'est traumatisant. » Et en fait, à partir de là, j'ai tous les souvenirs de cette relation-là qui me sont remontés parce que j'avais complètement oublié, j'y pensais plus. J'avais occulté complètement. Donc, je sais pas vraiment si on peut parler d'amnésie traumatique, mais ça n'était pas loin, je pense. Et au final, j'ai tout qui remonte à la surface. Et là, pendant, je pense, facile 1 an ou 2 ans, j'étais dans une rage, mais que je pouvais pas apaiser. J'étais en colère contre le système qui permettait ça, contre les hommes qui faisaient ça, contre les hommes qui ne faisaient rien, contre les hommes qui fermaient les yeux, contre les femmes qui protégeaient ces hommes-là, contre les femmes qui disaient « Oh, mais c'est pas grave », enfin, contre tout ce système-là, en fait, qui permettait toutes ces choses, en colère contre ma famille, en colère contre tout ce qui avait, en fait, mené à ça. Et j'ai pris conscience du monde dans lequel on vit. J'ai commencé à devenir féministe à ce moment-là. Donc, ça a été une entrée en fanfare, on va dire. Et j'ai été en rage. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que j'en ai parlé autour de moi. Donc, de la part de mes amis, ça a été très, très bien accueilli. J'en ai parlé à mes parents pour qui, voilà, ça a été un petit peu dur d'accueillir l'information, mais qui, globalement, ont accepté, en fait, et m'ont soutenue. J'en ai pas parlé tout de suite, en fait, à ma famille, au reste de ma famille, jusqu'à ce que, en fait, un jour à Noël, il y a 2 ans, sachant que je suis féministe, tout le monde commence à venir me parler des filles qui mettent des mini-jupes et puis qui se plaignent quand elles se font violer, des petites jeunes qui s'habillent trop sexy, etc., etc. Donc, du victim blaming, comme on dit, à outrance. Et moi, je leur disais, je ne veux pas parler de ça avec vous, je ne veux pas parler de ça avec vous, je ne veux pas. Ils ont continué. Jusqu'à ce qu'en fait, je dise, mais vous savez, moi, quand je me suis fait violer, j'étais en pyjama. Et là, tout le monde, oh, tu t'es fait violer? Ben oui. Comment dire que j'ai pas reçu beaucoup de soutien? J'ai reçu du soutien de 2 personnes de ma famille. Et je les en remercie. Pour moi, c'est normal, mais quand même, merci. Par contre, voilà, on m'a reproché d'avoir pourri l'ambiance de Noël. Et le problème, c'est que voilà, c'est que oui, on est à fleur de peau sur ces sujets-là. Et effectivement, on peut en parler de façon assez volcanique. Mais le petit volcan qui sort quand on nous titille là-dessus, c'est rien par rapport au volcan qui dort à l'intérieur et qui nous bouffe de l'intérieur quand on a vécu ça. Voilà. Donc, chez moi, ça a permis de faire pas mal le tri à ce niveau-là. Au niveau du travail aussi, comme je suis dans un milieu où voilà, la frontière entre le copinage et le pro, ben, elle est très, très fine. Maintenant, je dis les choses clairement et ça fait le tri. Il y a des personnes qui sont sorties de ma vie et je suis très heureuse qu'elles soient sorties de ma vie. Ce qui me fascine, c'est de voir à quel point, à chaque fois qu'une femme se lève et ose dire « on m'a violée », ça dérange le système dont elle fait partie, en fait. Donc, sa famille, son environnement social, etc. Voilà, c'est comme si, en fait, ça faisait comprendre aux gens que, bon, bah, il y a un problème dans la société dans laquelle ils arrivent à vivre à peu près paisiblement et que ça a obligé tout le monde un peu à se regarder en face et à remettre en question son éducation, peut-être l'éducation que les gens ont donnée à leurs enfants.
et les techniques aussi qu'on a tous développées pour continuer à vivre en fait dans une société où le viol est partout. Voilà, et donc forcément ça se retourne souvent en partie contre les femmes qui ont osé témoigner, parce que voilà, ça va être au mieux des troubles faits comme ce qu'on m'a reproché, au pire des menteuses, des manipulatrices, des folles comme ce qui est reproché à certaines femmes qui ont témoigné ou à d'autres femmes de mon entourage en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Et en fait, depuis, j'ai travaillé sur moi dans le sens de m'apaiser, dans le sens de me guérir. Ça va avec la guérison de mon endométriose aussi, de mon corps, parce que j'ai eu des problèmes physiques, des problèmes de santé. Mon corps a somatisé à peu près tous les niveaux. Donc voilà, tout ça, c'est quand même pas mal en rémission. Pour la première fois de ma vie, je peux dire que je pense être en train de m'en sortir pas mal là. Ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux, et ce processus de prendre la parole et de donner la parole aux femmes autour de moi, c'est une partie aussi de cette rémission. Et quoi dire d'autre? Je suis persuadée qu'on a en nous des ressources, et que en étant ensemble, en se soutenant les unes les autres, maintenant je pense qu'il faut aussi lutter au niveau de la société pour faire prendre conscience aux gens de ce que c'est. Et du fait que, étant donné qu'on est 1 sur 5, c'est facile d'opprimer toute une partie de la population quand une personne sur 5 dans cette partie de la population-là s'est faite violer. Parce que quand on est violé, on est complètement dissocié, on est l'ombre de nous-mêmes, on est fragile, on est colérique, on ne se gère pas. On ne se gère pas dans notre travail, on ne se gère pas dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses. On n'est plus là, en fait. On est comme morte, et ça prend beaucoup de temps pour guérir. Mais je suis convaincue que c'est possible. Alors après, on garde toujours des traces. Mais par contre, on a droit à cette petite partie de bonheur. On a le droit à une vie décente, et on va travailler pour qu'on puisse toute l'avoir. Ah, je voudrais aussi ajouter quelque chose. C'est les problèmes psy qui en découlent. J'ai vu plusieurs psys, et à chaque fois, disons que même si j'avais pas pleine conscience de tout ça, j'ai quand même à chaque fois énoncer le mot violence, énoncer le mot violence sexuelle ou relation non consentie, etc. Pas une fois, on a cherché à me soigner à m'aider par le prisme de la traumatologie. À chaque fois, on a essayé de soigner mes symptômes, on m'a mis sous médicaments. Et ça m'a vraiment freiné dans mon évolution, énormément. Parce que je n'avais pas de suivi, en fait. Ça peut aider un temps, mais moi, ça a été pendant longtemps, et j'avais pas de suivi adapté à côté. Et là où j'ai vraiment pu commencer aussi à me remettre, c'est quand j'ai été prise en charge à la Maison des Femmes, donc qui est une maison qui accueille les femmes victimes de violences en hôpital, enfin pas en hôpital, mais en consultation de jour. Et ça a été aussi une grande étape dans ma guérison. Donc voilà, merci à elle. Voilà, merci pour votre écoute. J'aurais encore tellement de choses à dire, mais pour le moment, je vais en rester là. J'espère à l'avenir pouvoir explorer certaines thématiques plus en profondeur. Je vous remercie de votre écoute, et je laisse maintenant la parole à Sandra. Yes. Et du coup, c'était hyper touchant. Enfin, tous vos témoignages étaient hyper... J'ai tellement de choses que j'avais envie de dire, mais bon, c'est... En fait, la première chose qui m'est venue, c'est ce truc de une femme sur 5. Enfin, c'est un chiffre qui est un peu tronqué, je pense. C'est un chiffre... c'est le chiffre de la visibilité des viols. Et en fait, en réalité, si on prend vraiment toutes les agressions sexuelles et qu'on prend toutes les femmes qui n'en ont jamais parlé, tout ça, je pense qu'en vérité, je connais pas une seule femme qui n'ait pas été agressée sexuellement au moins une fois dans sa vie. Même si c'était juste du harcèlement sexuel. Je mets des guillemets, on les voit pas, mais je les mets. Même juste du harcèlement sexuel, ou même juste une dick pic, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, je pense que à ce jour, je ne connais aucune femme qui n'a pas vécu au moins une agression sexuelle. Donc et comme tu le disais, et comme aussi il y en avait, je sais plus qui parlait de ça, mais en fait c'est un poids énorme sur les femmes en fait en général, sur la classe politique des femmes. C'est une charge mentale énorme, parce qu'en fait on a tout ce truc là, c'est ce truc on vit dans une culture du viol, on vit dans une culture où c'est presque institutionnel, où
en fait, tout ce temps qu'on prend là à être traumatisé, à en parler entre nous, c'est du temps que les hommes à côté, ils ont pour parler de leur projet, pour parler de plein de trucs. Ils ont ce temps-là et nous, on l'a pas, quoi. C'est vraiment une belle, c'est vraiment une belle merde. Hein. Pardon, je suis vulgaire. Mais c'est ça. C'est vraiment. Donc la culture du viol, c'est ça. C'est qu'on est toutes plus ou moins, hein, de façon plus ou moins grave, hein, atteintes par ça. Et on doit toutes vivre avec ça. Et voilà. Et c'est comme ça. Alors, heureusement, il y a des femmes qui ont subi des viols. Il y a des femmes qui ont subi des énormes violences et qui, heureusement, n'en souffrent plus actuellement. Ça existe. C'est beaucoup moins visible parce que forcément, c'est pas ça qu'on voit le plus. Mais je voulais souligner aussi un truc avant de parler de moi, mais c'est que il n'y a pas besoin entre guillemets, enfin comment dire, il faut pas se culpabiliser aussi d'aller mieux. Il faut pas se culpabiliser d'aller bien et d'être soi-même après avoir vécu un viol. Ça en fait pas quelque chose de moins grave. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est pas grave et dont il faut pas parler par ailleurs. C'est vraiment un truc sur lequel j'ai envie de mettre l'emphase. Il y a des milliers et des milliers de traumas ou de réactions possibles à des agressions sexuelles. Et le fait de se porter bien en fait partie. Et c'est pas courant, mais ça existe. Et ça fait pas du viol et des agressions sexuelles quelque chose de plus acceptable. Je voulais juste dire ça. Ça me semblait important avant de commencer ce que j'allais dire. Donc, pour ma part, je sais pas exactement quand tout commence, ni quand tout finit. A priori, de ce dont je me souviens, et il n'y a pas beaucoup de choses dont je me souviens parce que j'ai pas une mémoire extrêmement efficace, mes premières agressions sexuelles datent de quand j'avais 12 ans par le meilleur ami de mon père. Il est possible, probable, mais c'est pas très clair, qu'avant ça, il y a eu des trucs un peu chelous avec un instituteur que j'avais quand j'étais en CE1, mais c'est pas sûr, enfin c'est très flou quoi, donc on ne sait pas trop. En tout cas, aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai été toujours une petite fille extrêmement sage et extrêmement éduquée à être très parfaite quoi. C'est-à-dire que vraiment c'est un climat, je ne sais pas si c'est exactement, c'est pas que les parents qui font ça, c'est aussi, je pense, un climat général. Bonjour la culture du viol et le patriarcat. Si vous m'écoutez, je vous aime pas. Mais c'est voilà, donc j'étais vraiment une petite fille hyper sage, je ne voulais surtout pas faire de mal et mon but dans la vie c'était de plaire à tout prix. Et ça, c'est vraiment aussi longtemps que je m'en souvienne, c'était ça mon but dans la vie. C'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux être la fille la plus parfaite qui existe. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit, que beaucoup d'autres femmes ont, hein, je pense, et forcément, on est beaucoup, beaucoup plus prompt à être soi-même une victime de viol ou d'agression sexuelle dans sa vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein, ça n'a pas loupé. Donc, du coup, à mes 12 ans, donc, le meilleur ami de mon père m'a violée à plusieurs reprises jusqu'à mes... viol et agression sexuelle jusqu'à mes 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus exactement, jusqu'à ce que, en fait, je tombe amoureuse d'un mec, de mon ami d'enfance, en fait, et que je finisse par m'en servir comme une échappatoire pour dire ouais, mais du coup, je veux plus trop qu'on fasse ce qu'on fait parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, je suis désolée, et tout ça. Je précise aussi, parce que je vais peut-être le redire à chaque fois, mais je n'ai jamais dit non. Je n'ai jamais dit non. Si, j'ai fini par dire non à la fin, mais je veux dire, toutes les fois où ça s'est passé, il me demandait est-ce que ça va, je disais toujours oui. Il me demandait est-ce que ça te choque ce que je fais, je disais non, ça me choque pas. C'était faux, hein. Vraiment, tout ça a été complètement faux. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus par rapport au fait de quand c'est non et tout ça. Mais en fait, des fois, quand c'est oui, c'est non. C'est pas si simple que ça, malheureusement. Le consentement, c'est bon. En plus, pour le coup, il y a vraiment une marge de sécurité. Évidemment, quand on est en plus très jeune, on peut encore moins consentir. Donc, même si jamais on dit oui, c'est pas forcément le cas. On n'est pas du tout éclairé sur ce que c'est que le consentement. Je l'étais pas du tout. D'ailleurs, je l'ai pas été jusqu'à très tardivement. Donc, du coup, moi, j'étais tout le temps genre, il ne faut surtout pas que cette personne ne m'aime pas.
si jamais elle me fait ça, c'est qu'elle m'aime. Donc du coup, il faut que j'aille avec ça. Il faut absolument que je lui dise oui, moi aussi, je t'aime. C'est comme ça qu'on m'a appris à être. Donc, du coup, non, mais moi aussi, je t'aime et tout ça. Et eux, ils me disaient des trucs du genre, mais tu sais, on pourra jamais se marier. Tes parents ne voudront jamais et tout ça. Faut pas que tu leur dises, machin. Donc bref, j'ai fini par dire que je voulais plus parce que j'avais un petit ami. Et donc ça s'est plus ou moins arrêté, même si quand il venait à la maison, il y avait toujours des petites allusions extrêmement perverses, vraiment qui étaient vraiment dégueulasses, quoi. Mais bon, quasiment la majeure partie des fois où il y a eu il y a eu des attouchements, enfin où il m'a touchée par exemple, et ce genre de choses, c'était en présence de mes parents, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire par exemple sous la table quand on mangeait. C'était genre à Noël quand on était avec les animaux, qu'on parlait, qu'ils me faisaient des petites caresses sans qu'on s'en aperçoive, dans le jardin, ou qu'ils me roulaient des pelles quand mes parents n'étaient pas là, enfin voilà, ce genre de choses. Et ils me touchaient, voilà, la poitrine, enfin tout. Et donc tout ça, c'était parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup prendre des risques et qui trouvait ça très excitant de faire ça en présence de mes parents, en sachant qu'il draguait aussi ma mère parce que il voulait être avec elle et qu'il lui a dit d'ailleurs par la suite que s'il avait fait tout ça, c'était parce que il n'avait pas pu l'avoir elle. Il y a eu une procédure en justice qui a été... j'ai fini par en parler quand j'avais 15 ans et demi. Il y a eu une procédure qui s'est enclenchée, qui a duré jusqu'à mes 19 ans et qui s'est terminée par un sans suite, classé sans suite, comme beaucoup de procédures du genre. Hein. Sans preuve, c'est sans suite. Et ça, pour le coup, on ne peut pas forcément vouloir à la justice. C'est très compliqué de déployer des moyens et d'avoir des preuves. Parfois, pas toujours, mais parfois. C'était mon cas. Il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien. Donc, voilà, ça s'est classé sans suite. Tout au long de ma vie, j'ai vécu d'autres agressions sexuelles. J'ai fait une liste que j'ai pas ici parce que je suis pas chez moi et du coup j'ai pas pu l'avoir avec moi, mais j'ai fait une liste en fait de toutes les sexuelles que j'ai vécues. Je me suis dit il va falloir que je mette ça sur papier un jour. Donc en fait, ce qui me fait le plus peur dans cette histoire, c'est surtout que je sais que je suis pas la seule à avoir une liste aussi longue que ça en fait. Je sais que les listes des gens, des femmes surtout, elles sont longues. Il y a plein de trucs. Ouais, donc je suis terrorisée de savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une liste absolument horrible et hyper longue comme la mienne. Il y a eu des choses qui sont quand même, qui ont été plus graves que d'autres, on va dire. Il y a eu des viols et il y a eu des agressions sexuelles aussi qui étaient plus choquantes que d'autres, notamment un gars qui m'a embarqué dans sa voiture et qui m'a fait, ouais, voilà, il m'a demandé de lui faire une fellation et je l'ai faite alors que j'en avais pas envie du tout. Le gars, il m'a juste pris en voiture comme ça et bref. Et puis pareil, j'ai pas dit non. J'étais juste sidérée, j'étais genre, il faut que je sois la femme parfaite, il faut que je sois la plus désirable possible, etc., etc. Ça m'a beaucoup traumatisée, ce truc-là d'ailleurs. Donc du coup, oui, j'ai eu donc ce mec qui m'a embarqué dans sa voiture. J'ai pas dit non, c'est même moi qui ai accepté de monter dans la voiture parce que je savais pas quoi faire d'autre. Comme à chaque fois que j'ai eu des agressions sexuelles, en fait, quelqu'un me dit hey, on va faire ça, et moi je dis oui, même si je n'en ai pas du tout envie. Du tout. Donc tout au long de ma vie, ça a été ça. J'ai, depuis assez jeune, on va dire, toujours eu ce truc de, on va dire, hypersexualité. Je vais pas dire hypersexualité dans le sens où il fallait genre que j'ai tout le temps quelqu'un avec qui coucher, c'était pas du tout ça. J'ai même plutôt eu des relations toujours assez de longue durée et tout ça, mais j'étais toujours très très demandeuse sexuellement. J'étais jamais satisfaite et surtout j'avais besoin d'être violentée dans les relations sexuelles, sinon je ne pouvais pas avoir d'excitation et je ne pouvais pas avoir de plaisir. Et c'est un truc qui a été très récurrent dans ma vie et qui a été accentué par la psychanalyse que j'ai faite. Je suis passée en fait par plusieurs parcours, on va dire, de psychothérapie. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide et j'ai eu des psychiatres, j'ai eu deux psychiatres, j'ai eu des psychologues, j'ai eu plein de trucs. Et ma mère, qui était un peu désespérée de me voir dans un état dépressif assez intense, a fini par trouver
un psychanalyste en fait que j'ai commencé à avoir à mes 19 ans, à partir de mes 19 ans, jusqu'à mes j'étais en analyse avec lui jusqu'à mes je dirais 29 ans, ouais, un truc comme ça, 28, 29 ans, c'est pas hyper clair. Et j'ai quand même continué de le voir après. Et en fait, ça m'a énormément... alors, je sais pas si je peux dire que ça m'a détruite, parce qu'aujourd'hui, je suis reconstituée, mais ça m'a énormément fait de mal. Au départ, j'avais l'impression que ça m'aidait. Ce psychanalyste en fait me parlait tout le temps de sexualité, n'a jamais prononcé une seule fois, je pense, le mot viol. Quand je lui racontais notamment cet épisode de la voiture, il se marrait bien. Il disait genre bah ouais, lui il vous a eu, il a eu de la chance, ce genre de choses. Et en fait, ce psychanalyste, ouais, en fait, déjà de base, la psychanalyse c'est quelque chose de très controversé. Et moi maintenant, de ce que j'ai pu lire par la suite, je sais que c'est vraiment ce qui est à garder dans la psychanalyse, c'est pas la partie psychanalyse, c'est la partie prise en charge émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qui fait du bien, certes. Après, la partie psychanalyse, vraiment, me semble extrêmement dangereuse et extrêmement compliquée. C'est quelque chose qui ne prend pas du tout en compte les femmes et le sexe féminin. Enfin, c'est vraiment genre les femmes, c'est un trou. Enfin, bon. Et du coup, ce psychanalyste disait que lui, il était genre le meilleur, quoi. Il le disait, genre je suis le meilleur, c'est moi le plus grand psychanalyste. Parce que moi je dis pas pareil que les autres. Moi je pense que les femmes elles ont pas qu'un trou. Les femmes elles sont faites pour jouir, tout ça. Et donc j'ai eu un parcours psychanalytique qui en gros m'a complètement persuadée que j'étais une machine à plaisir qui était faite pour ça et que c'était complètement normal. Du coup, si jamais je cherchais à me faire soumettre par les hommes parce que c'était l'appel de mon corps en gros et que je pouvais pas faire autrement et qu'il y avait que comme ça que je pourrais jouir et passer au-delà de ma condition de victime en gros, quoi. C'était un peu l'idée. Je résume énormément parce qu'il y a quand même plus d'une décennie de bourrage de crâne là-dessus. Ce psychanalyste, ça me parlait beaucoup ce que tu disais, Corinne, tout à l'heure, mais et c'est partie de ces personnes qui est complètement rentrée dans ce truc de la confiance, où on a une confiance aveugle en quelqu'un. C'est cette espèce de personne où du coup on ne se rend pas du tout compte qu'il y a quelque chose qui s'immisce, qu'il y a quelque chose de pervers qui arrive. On ne se rend pas du tout compte de ça. C'est un truc qui débarque et on se dit genre oh merde, je n'avais pas vu ça venir du tout, quoi. Donc cette personne a fini. Enfin, j'ai été sous emprise en fait de cette personne. Je m'en suis rendu compte il y a quelques mois seulement. En gros, j'ai fini par aller travailler en dehors des séances de psychanalyse avec lui sur un film qu'il voulait faire sur la psychanalyse. Enfin, qu'il voulait faire sur en gros un biopic de sa propre vie où il expliquait que toutes ses compagnes elles aimaient être soumises toutes plus les unes que les autres, et que c'était ça la vraie jouissance et tout ça. Enfin bref. Et j'ai travaillé avec lui sur son film. Au départ, c'était pour faire les musiques, mais en fait, je venais quand même le voir parce qu'il disait qu'il avait vraiment besoin de mon intelligence, je sais pas quoi, que j'étais brillante et que du coup, il y avait que moi qui pouvais l'aider sur ce film. Donc du coup, je le voyais régulièrement, on va dire, je sais plus exactement, peut-être une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, je me rappelle pas exactement. Je venais donc chez lui pour travailler là-dessus. Et bon, il a toujours eu des paroles très très crues et très vulgaires, que je trouvais vulgaires, mais bon, bien évidemment, il a désamorcé ce truc en me disant que c'était normal de parler comme ça et qu'il y avait que comme ça qu'on pouvait faire du choc et que donc une personne pouvait se rendre compte de ce qui lui arrivait et que ça faisait partie de la thérapie, quoi. Et donc, il disait régulièrement que j'étais bonne, que j'étais désirable, qu'il avait envie de moi, que je le faisais bander ou je sais pas quoi. Et il y a eu un premier passage à l'acte, en fait, où donc j'étais en train de travailler avec lui sur son film. Et en fait, après toute une espèce de mesure de séduction, je sais plus ce que c'était parce que j'ai fait un blackout, il m'a en fait embrassé dans le cou et il m'a mordu jusqu'à ce que je tombe presque dans les pommes. J'ai été complètement en sidération, évidemment. J'ai commencé à pleurer. Et en fait, il m'a regardé avec genre une tendresse infinie en disant genre mais c'est beau quand vous pleurez, c'est vraiment beau, c'est normal. Et après, je me rappelle plus de rien. Je
je me rappelle plus de rien de ce qui s'est passé après. Tout au long de donc c'est, on va dire, 10 années de psychanalyse, plus les 2-3 années qui ont suivi où j'ai continué de travailler avec lui sur son film puis son livre, ça n'a été que ça. C'est-à-dire, ça n'a été que des mesures de séduction de un jour, je coucherai avec vous et vous verrez ce que c'est que la vraie jouissance. Il n'y a que moi qui pourrait vous apporter ça. Je serai votre amant de jouissance. Et puis, dès qu'il voyait que moi je commençais à être un peu genre apeurée ou que je commençais à être un peu genre oui mais je sais pas, il finissait par me dire mais non, mais c'est un jeu, enfin jamais je pourrais coucher avec vous, je suis beaucoup trop vieux pour vous. Mais quand même j'aurais adoré ça. Il me disait très 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 souvent, par exemple, qu'il aurait adoré être à la place de la personne, du mec de la voiture, qu'il aurait adoré être je suis désolée, je vais être très crue dans ce que je vais dire, mais qu'il aurait adoré être la première personne qui m'aurait pris le cul, qu'il aurait adoré ça, et que du coup, comme c'est pas lui qui allait pouvoir m'apporter ça, c'était dommage. Actuellement, enfin, comment dire, donc pour moi, il y a eu des agressions sexuelles et il y a eu aussi du harcèlement sexuel. Pendant vraiment plus d'une dizaine d'années, du coup, il y a eu des allusions au fait qu'on allait coucher ensemble, je vais coucher avec vous, on va coucher ensemble, je vais vous apprendre ce que c'est que la jouissance, j'adorerais vous voir vous soumettre, j'adorerais vous voir vous défaire, tout ça, bref, tout ça, quoi. Et c'est ça, ces allusions, c'est pour ça que je dis que c'était aussi du harcèlement sexuel et que ce truc, et je l'ai pas du tout perçu. En fait, il y a eu un moment où j'ai commencé à me persuader que j'étais amoureuse de lui, chose que j'ai fait systématiquement dans toutes mes agressions sexuelles. À partir du moment où ça n'allait pas, je me disais non mais c'est bon parce que je suis amoureuse de lui, c'est ok, c'est pas parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi et que je le trouve pas du tout, qu'il me convient pas du tout et que même des fois je le trouve dégoûtant que c'est ma faute, je devrais le trouver plutôt beau parce qu'en plus c'est quelqu'un de formidable, il est brillant, il est incroyable, je le trouvais génial, enfin j'étais vraiment complètement presque dans l'idolâtrie de cette personne, quoi. Et donc c'est pour ça que je me suis complètement aussi laissée faire, hein. J'étais très très timide et dès qu'on parlait de sexualité ou dès qu'il commençait à me toucher l'épaule ou à me toucher les cheveux ou ou la tête ou me faire des bisous et tout ça, j'étais genre toute timide, mais je disais pas non. Toujours ce truc. Par exemple, c'était jamais moi qui allais vers lui, mais je disais pas non. Toujours pareil, toujours le même schéma, toujours. Schéma dont j'ai cru pendant de longues années que je m'en étais séparée, puis en fait non, parce que ça s'est encore reproduit avec lui, alors que c'était la personne qui était... Oui, tu veux dire quelque chose, Corinne ? Ouais, je voulais intervenir parce qu'en fait, ce que tu as vécu avec lui, ça me fait vraiment penser un peu à mon agresseur. C'est cette emprise qui s'installe, cette emprise psychologique où tout ce qui te font vivre, tout ce qui te font pratiquer, tout est normal en fait. Tout est normal, quoi. Ils sont dans un système d'apprentissage où c'est bientôt toi qui dois être demandeuse de faire soit une fellation, ça passe par des choses absolument dégueulasses comme la sodomie ou autre, mais c'est bientôt toi qui vas être demandeuse de leçons, quoi. Tu vois ? Tu vas bientôt être en attente d'eux. Tu vois ce que je veux dire ? Et ils s'arrangent en fait à faire en sorte que la victime soit en attente d'eux. C'est complètement dingue, quoi. On est totalement manipulé, notre cerveau est totalement manipulé, on est dans une telle emprise psychologique qu'on n'est plus nous. Et on n'a tellement pas conscience de ça, c'est un truc de dingue. Voilà, ouais. Je voulais dire. C'est exactement ce que tu dis. C'est aussi, dans ce que tu disais, j'ai perçu cette espèce de... Tu parlais de l'emprise, c'est exactement ça. Et pourtant, donc j'ai 34 ans. Et je me suis rendu compte de ça il y a 1 an. Ça fait 1 an seulement que j'ai réalisé ce qui s'était passé avec mon psychanalyste. Voilà, il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu un moment où il m'a déshabillée alors qu'on était en train de bosser. J'ai fini par dire ouais, mais je suis pas à l'aise. Du coup, il m'a dit oh mais il y a pas de souci, rhabille-toi. Bref, c'était que des trucs comme ça. Et j'ai fini par me douter de quelque chose quand j'ai donc rencontré mon amoureux que j'ai depuis maintenant 2 ans et demi, où il y a eu ce début de confinement. Ce premier confinement, c'était juste avant le premier confinement, où il a fini par me dire
parce que je continuais à travailler avec lui toutes les semaines, mais il se passait plus grand chose parce que je disais que je voulais être fidèle, enfin que je voulais plus trop, que voilà. J'avais fini par dire oui, non, j'ai plus trop envie parce que j'ai envie d'être fidèle. Toujours cette excuse de merde, hein, juste pour dire non, j'aime pas ce que tu me fais, mais pour ne pas le blesser, je lui disais j'ai un mec. Et du coup, il m'a appelé en me disant est-ce que vous voulez venir travailler? Puis moi, je lui ai dit que c'était pas possible parce qu'il y avait la pandémie qui arrivait et que j'étais inquiète. Et je lui ai proposé de faire le truc en visio, mais non, je sais plus. Enfin, je crois que c'est lui qui m'a proposé de faire le truc en visio. Du coup, mais je lui ai dit que c'était compliqué parce qu'on n'avait qu'une seule pièce à la maison et que j'avais mon copain qui était là et que je voulais pas trop qu'il écoute le truc, quoi. Et là, il a commencé à me dire des trucs vraiment où ça m'a fait un déclic. Il a commencé à me dire mais en fait vous êtes sous emprise, votre mec il vous manipule, il vous enferme, c'est ça comme tous les autres, je sais plus quoi. Alors que le travail qu'on fait ensemble, c'est le travail le plus important pour les femmes. On va enfin révolutionner les femmes, elles vont enfin pouvoir jouir et tout ça et machin. C'était le plus gros combat de la vie, tout ça. Et là, j'ai commencé à me dire, oula, attends, non. Et du coup, j'étais un peu genre choquée et j'ai dit, mais je suis désolée, mais je peux pas. C'est pas possible. Et en fait, il l'a vraiment mal pris et du coup. C'est un peu la dernière fois que c'est la dernière fois que je lui ai parlé, je crois. J'ai fini par lui envoyer un message pour dire on peut essayer de s'envoyer des mails et je sais plus quoi. Puis bon. Et en fait, du coup, j'ai fini par en parler à un ami qui est d'ailleurs psychologue. Et je lui ai dit tout ce qui s'était passé. Il m'a dit pareil que ce que vous avez écrit, genre mais what, mais c'est chaud et tout. J'ai fini par me rendre compte que voilà, j'étais complètement sous emprise et du coup, il m'a conseillé d'aller porter plainte. Enfin, je vous passe vraiment les détails parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais donc, je vais aller sur une note positive par rapport à ça. Je voulais pas porter plainte au début parce que c'était trop frais, c'était trop dur, c'était trop compliqué. C'est hyper, c'est un psychanalyste reconnu, je sais pas quoi. Enfin, j'avais trop peur. J'avais peur de lui faire du mal aussi. Toujours ce truc de j'ai peur de lui faire du mal. Je suis une personne horrible et odieuse de faire du mal aux autres alors qu'il pouvait pas savoir. J'aurais dû lui dire non. Enfin, tous ces trucs qu'on connaît, quoi, de culpabilisation. Et j'ai quand même fini par aller donc sur une plateforme qui s'appelle Comment on s'aime, je crois. Comment on s'aime, un truc comme ça. Une plateforme qui a un chat qui permet de parler justement des violences sexuelles et ce genre de choses. Et donc j'y suis allée sur des conseils de mon ami psychologue. J'ai rencontré vraiment une écoute super. Où on arrive et direct, c'est genre tu as eu raison, c'est toi la victime. C'est soutien, courage, tout ça, enfin vraiment des trucs super. Et cette personne m'a ensuite redirigée vers donc la plateforme, je crois, dont on parlait tout à l'heure, je sais plus, mais de la police en fait, la plateforme directement pour porter plainte, quoi. Enfin en tout cas pour donner un témoignage. Donc j'y suis allée et j'ai aussi été très très bien reçue. J'ai parlé de tout ça. La personne m'a dit vous avez vécu des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel. Si vous le souhaitez, on peut envoyer cette conversation au commissariat le plus proche et vous allez être pris en charge et vous allez pouvoir porter plainte. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Donc il y a eu toujours ce truc de est-ce que vous souhaitez le consentement? C'est important. Donc c'était vachement bien. Parce que j'ai refusé au début. J'ai dit non, je suis pas prête pour ça. Donc je vais prendre le temps. Il y a eu une personne du commissariat qui m'a appelée pour me dire ok, on fera ça quand vous voulez, quand vous pouvez, prenez votre temps et tout ça. Et il y a eu une psychologue du centre psychosocial de je sais plus quel endroit qui m'a appelée et qui m'a suivie pour plusieurs séances par téléphone pour me guider justement vers ça et sans jamais me forcer à aller porter plainte ou pas. Donc c'était vraiment super. La prise en charge était top. Ça m'a énormément aidé déjà à porter plainte et ensuite à aller mieux par rapport à tout ça, quoi. Et donc j'ai fini par porter plainte. C'était il y a pas très longtemps, c'était en février, je crois. J'ai porté plainte en février et du coup la procédure est en cours. Donc j'attends pas grand chose de cette procédure parce que il y a zéro preuve. Encore une fois, il y a bon, mais dans tous les cas, moi le but de ce truc, c'était surtout de pouvoir l'empêcher de continuer à pratiquer, même si jamais moi c'est pas reconnu. Bon au moins il y aura ce truc-là. Donc si jamais une autre personne porte plainte, on pourra peut-être se dire il y avait quand même cette fille qui avait déjà porté plainte, donc du coup. Voilà, donc ça peut nuire à son travail et c'est ce que je cherche à faire parce que je pense qu'il faut absolument pas que son livre sorte et qu'il continue de pratiquer la psychanalyse. Voilà, donc j'espère qu'il le fera jamais. Et donc voilà, actuellement ça va vraiment beaucoup mieux. Je suis très bien entourée.
Je suis dans une communauté aussi militante, notamment féministe, qui est extrêmement bienveillante et qui s'occupe très bien de tout ça. Enfin, voilà, je suis bien entourée, donc c'est cool. Je vais beaucoup mieux. Je pense que voilà, j'y pense plus trop maintenant. C'est surtout, j'essaie de prévenir pour la suite, quoi, que ça se reproduise pas. Je suis désolée, il reste pas beaucoup de temps, je conclue, mais je pense que ce que je voudrais dire, c'est que ce truc de pas arriver à dire non et de reproduire toujours les mêmes schémas, en fait, où finalement, on se fait violer parce que on n'arrive pas à faire autrement. C'est horrible. Même si on le veut pas, parce qu'on a été tellement conditionné à ça, c'est un truc, je pense qu'il faut absolument enrayer et qui est presque institutionnel, enfin qui est institutionnel, je crois, qui est culturel en tout cas. Et le fait de s'en rendre compte, ça permet aussi de se projeter dans l'avenir et de se dire, voilà, ok, ce truc-là, il est tellement ancré que c'est normal en fait que ça arrive et c'est terrible et il faut pas que ça continue de se reproduire. Et le fait de le conscientiser, de le rationaliser, d'en faire quelque chose de logique, ça permet aussi de se dire, ok, voyons ce qu'il est possible de faire, luttons pour les droits des femmes et même des hommes, en tout cas des personnes qui subissent des violences et surtout les femmes du coup, puisque c'est elles qui en subissent le plus. Voilà, on va faire en sorte que ça avance et qu'il y en ait de moins en moins. Et je pense que les choses progressent. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai fini. Nous sommes 5 femmes, toutes différentes. Pourtant, à chaque fois, nous retrouvons des choses en commun. Aucune de nous ne s'est débattue. Nos agresseurs n'ont pas surgi au détour d'une ruelle sombre. C'étaient des gens que nous connaissions bien, en qui nous avions confiance. Tous nos viols s'inscrivent dans une continuité d'abus, au sein de notre propre existence ou de notre lignée de femmes. Et bien sûr, nous avons toutes été lourdement impactées. Il faut des années, parfois des décennies pour en guérir. Les soins adaptés sont assez peu accessibles, chers et rares, laissant beaucoup de victimes livrées à elles-mêmes dans des conditions physiques et psychologiques inacceptables. Pourtant, nous sommes des millions. Nous sommes vos amis, vos femmes, vos sœurs, vos mères, vos tantes, vos cousines, vos collègues, vos voisines, vos grands-mères ou vos filles. Le regard sur le viol doit changer. Les victimes ne doivent plus avoir honte. Cette honte doit changer de camp. Il était grand temps de parler. Nous l'avons fait et encourageons chaque victime à le faire. Merci à Nathalie, à Emma, à Corinne et à Sandra d'avoir témoigné à mes côtés. Bravo à nous toutes et bravo aux survivantes et survivants de violences pour leur force et leur courage. Nous reviendrons vite avec de nouvelles paroles qui ne demandent qu'à se libérer. Et en attendant, prenez soin de vous. Il était temps. 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 Il était temps qu'on se parle.